Nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois le baron Arnaud de la Susse de l'Action familiale et scolaire. L'Action familiale et scolaire est un mouvement de catholiques laïcs français qui s'est donné pour mission de propager la doctrine sociale de l'Église. Le mouvement a été fondé dans les années 50 par Jean Housset, il s'appelait alors la Cité catholique. Le travail et la mission de l'Action familiale et scolaire dépassent largement les questions relatives à l'éducation à la famille et en fait touchent sur différentes questions politiques. Alors je lui cède immédiatement la parole. Le sujet de ce soir, c'est donc l'action politique de la franc-maçonnerie en Amérique du Nord, principalement Québec et États-Unis. Il m'a paru nécessaire avant d'aborder le sujet typiquement Canada-États-Unis, de rappeler rapidement, en une trentaine de minutes, les caractéristiques essentielles de la franc-maçonnerie, parce que c'est en fonction de cette toile de fond, en fonction de ces bases générales, que l'on peut mieux comprendre l'action de l'organisation maçonnique en Amérique du Nord. L'essentiel du propos général par lequel je vais commencer, qui va durer environ 30 minutes, est contenu dans cette petite brochure rouge qu'on avait déjà diffusée l'an dernier ici, qui s'appelle « Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie » et qui est à votre disposition, si vous voulez l'acheter, sur la table du fond. Donc, grosso modo, je vais rappeler les caractéristiques générales de la franc-maçonnerie et ensuite, j'en viendrai aux deux sujets fondamentaux, action maçonnique aux États-Unis, action maçonnique au Canada. Au total, ça fera à peu près deux exposés, l'un de 30 minutes, le deuxième de 40 minutes, et on aura un petit intermède entre les deux. Quand on fait un exposé général sur la franc-maçonnerie, on commence par rappeler l'actualité du sujet, c'est l'importance de cette organisation, dire quelques mots de son histoire, de son idéologie, de ses méthodes, de son aspect initiatique, des buts des résultats qu'elle a obtenus et l'attitude romaine à son égard. Je vais rappeler très rapidement, à titre d'aide-mémoire, ces différents points. L'actualité du sujet, je n'insiste pas là-dessus, nous le verrons à propos des États-Unis, nous le verrons à propos du Canada. J'en parle en deux mots du cas français. Il y a une chose qui marque l'actualité de la franc-maçonnerie chez nous, un des aspects, c'est l'architecture de Paris. Paris, de plus en plus, malheureusement, est parsemé de monuments initiatiques d'origine maçonnique qui viennent s'opposer aux monuments catholiques comme le Sacré-Cœur de Montmartre ou comme l'église Notre-Dame. Nous avons eu pour le bicentenaire de la Révolution l'Arche de la Fraternité qui a été construite sur l'esplanade de la Défense et qui complète ainsi les monuments maçonniques qui caractérisent le trinôme maçonnique liberté, égalité, fraternité avec le génie de la Bastille et l'obélisque de la Concorde. Nous avons d'autres monuments typiquement maçonniques dans Paris. Vous avez la nouvelle pyramide du Louvre et vous voyez se profiler dans le fond la tour Eiffel illuminée et qui a été construite pour le premier centenaire de la Révolution en 1889, exactement comme l'Arche de la Défense a été construite en 1989, monument maçonnique pour montrer d'ailleurs, rappeler l'origine maçonnique de la Révolution française. Donc j'en reste là pour l'actualité du sujet. Nous sommes rappelés tous les jours, moi qui habite Paris, qui vois tous les jours la tour Eiffel et l'Arche de la Défense, ces monuments rappellent la présence maçonnique puissante sur notre territoire. Quelques mots sur l'histoire de la franc-maçonnerie et son origine. La franc-maçonnerie est issue d'une fusion opérée dans l'année 1717 aux États-Unis de deux organismes, de deux courants préexistants. La société alchimiste de la Rose-Croix, qui a été créée à la fin du Moyen-Âge et qui était une société occultiste, dont on fait partie un certain nombre de grands personnages de l'histoire. On prétend que Luther en faisait partie. Comenius, lui, était très proche de la Rose-Croix. Et la Fraternité des maçons libres et acceptés, qui était une ancienne corporation de bâtisseurs, plus ou moins tombée en quenouille, qui avait accueilli dans son sein des quantités de profanes, non-maçons, et qui a fait donc cause commune avec la Rose-Croix, et c'est de la fusion de ces deux organismes préexistants, tous les deux très anciens, qu'est née la franc-maçonnerie moderne. Voilà ce que disait à ce sujet le rabbin Élie Ben Amozek dans son livre très intéressant Israël et l'humanité. Il existe dans la franc-maçonnerie une doctrine secrète, philosophique et religieuse introduite par les Rose-Croix gnostiques lors de leur fusion avec les maçons libres en 1717.
cette doctrine secrète ou gnose est l'apanage exclusif des francs-maçonneries des hauts grades. L'importance de la doctrine secrète, l'importance de la gnose est marquée d'ailleurs par la symbolique maçonnique. Vous avez dû voir assez souvent ces symboles que je représente au tableau, l'équerre et le compas, encadrant l'étoile à 5 branches avec la lettre G. L'équerre et le compas fait allusion à l'origine des maçons libres et acceptés, la société corporative qui est une des composantes de la franc-maçonnerie, et l'étoile à 5 branches avec la lettre G rappelle le côté rose-croix, c'est-à-dire le côté occultiste, la lettre G ayant en symbolique maçonnique de très nombreuses significations, l'une d'entre elles étant le terme gnose. De cette origine résulte un certain nombre de points importants que je mets au tableau. La fusion des deux sociétés, maçons libres acceptés et rosicruciens, est donc à l'origine de la franc-maçonnerie actuelle. D'où une double tradition, d'où une double symbolique qui en résulte, d'où une double idéologie, l'une affichée qui est le libéralisme ou le rationalisme, l'autre secrète qui est la gnose. Enfin, un double but, un but avoué, la propagation du libéralisme, un but qui est secret, la substitution au catholicisme d'un christianisme gnostique. Quelques mots sur l'histoire de la Révolution. Elle s'est répandue très rapidement en Europe au cours du XVIIIe siècle. Il y avait environ 700 ou 800 loges maçonniques en France au moment où la Révolution a éclaté. Et l'historien maçonnique Louis Blanc a ainsi caractérisé son action à la fin du XVIIIe siècle. Je cite Louis Blanc, texte au tableau. À la veille de la Révolution, la franc-maçonnerie se trouvait avoir pris un développement immense, répandu dans l'Europe entière. Elle présentait l'image d'une société fondée sur des principes contraires à ceux de la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire? La société civile de l'époque était fondée sur le décalogue, aussi bien dans les pays protestants que dans les pays catholiques, sur les commandements de Dieu, sur l'ordre naturel. Des principes contraires à ceux de la société civile, c'est les principes de 89, codifiés dans les droits de l'homme et qui ont été popularisés et rendus institutionnels par l'action maçonnique à partir de la Révolution française. Les francs-maçons, d'ailleurs, ont toujours insisté sur l'origine maçonnique des droits de l'homme. Voici ce que disait l'un d'entre eux. Quand s'est écroulée la Bastille, disait le franc-maçon Maurice Bonnet, au début du siècle, quand s'est écroulée la Bastille, la franc-maçonnerie a eu l'honneur suprême de donner à l'humanité la charte qu'elle avait élaborée avec amour. Le 25 août 89, la constituante, dont plus de 300 membres étaient maçons, a définitivement adopté mot pour mot, tel qu'il avait été rédigé en loge, le texte de l'immortelle Déclaration des droits de l'homme. Fin de la citation du franc-maçon Maurice Bonnet. Et voilà, je n'insiste pas sur l'histoire de la franc-maçonnerie en France, qui est restée très influente jusqu'à aujourd'hui. Je n'insiste pas non plus sur l'influence de la franc-maçonnerie en Angleterre, qui est le pays où elle est née et où elle est évidemment proportionnellement extrêmement plus puissante. Ceux qui ont étudié l'action maçonnique en Angleterre la schématisent par les dessins suivants. Vous avez dans ce pays, du moins jusqu'à la guerre de 40, vous aviez trois forces politiques très importantes, qui étaient la dynastie de Hanovre, l'église établie anglicane et la franc-maçonnerie. Et il y avait entre ces trois forces, comme l'a très bien fait remarquer dans son livre le franc-maçon Corneloup, il y avait entre ces trois forces une véritable correspondance. Et il est bien évident que de ces trois forces, dynastie de Hanovre, église établie anglicane et franc-maçonnerie, a priori la plus structurée, la plus puissante, celle qui a les continuités de vue les plus certaines, c'est la franc-maçonnerie. Je passe au deuxième point de ce rappel très rapide des principes maçonniques, qui est de dire quelques mots de son idéologie et de son organisation. Tout ça, je crois que c'est important pour mieux saisir le rôle qu'il peut avoir dans les pays comme, en particulier les États-Unis ou comme le Canada. Quelle est l'idéologie maçonnique? Quand on cause le sujet, on s'aperçoit qu'il y a cette idéologie se décompose en deux parties. Il y a le rationalisme, idée libérale, pour les bas grades, et l'occultisme pour les hauts grades. Quelques mots sur le rationalisme maçonnique. Il faut distinguer ce rationalisme, ou si vous préférez le vocabulaire, ces idées libérales, distinguer
ces idées dans le domaine de la philosophie, de la religion, de la morale et de la politique. En philosophie, pour les francs-maçons, il n'y a pas de vérité universelle. Toute vérité est particulière, subjective, évolutive, contingente. Il y a d'innombrables textes maçonniques qui insistent extraordinairement sur ce point. Le journaliste du Monde, Henri Tinck, pour caractériser la pensée maçonnique en matière philosophique, a eu cette formule que je trouve très heureuse. Il vous dit, l'idéologie maçonnique, c'est le relativisme érigé en dogme. Retenez cette formule, ces trois mots, c'est facile à retenir. Je répète, le relativisme érigé en dogme. Pas de vérité universelle, tout est relatif. En religion, le principe maçonnique, c'est essentiellement le naturalisme. Il n'y a pas de vérité révélée universelle. Ils admettent des vérités révélées, mais chacun peut amener sa révélation, que ce soit le Coran, les Upanishads, la Bible, etc. Il n'y a pas de vérité universelle qui s'impose à tous les hommes de cette terre. En morale, c'est le culte de l'homme, d'où un subjectivisme moral. La conscience est à elle-même sa loi, son tribunal suprême. Le moi prend la place de Dieu et s'érige en législateur moral. C'est tout à fait la théorie de Kant que connaissent ceux qui ont étudié ce philosophe allemand. Enfin, dans le domaine de la politique, le rationalisme maçonnique a un aspect politique qui n'est autre chose que les principes de 89, codifiés dans la Déclaration des droits de l'homme. L'homme est libre en tout domaine, il ne dépend que de lui-même, c'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. L'autorité et la loi émanent de l'homme considéré collectivement, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Il résulte de tout cela une séparation totale entre la vie sociale et politique et tout ce qui est croyance religieuse, tout ce qui est décalogue, tout ce qui est ordre naturel. Le résultat, c'est un athéisme pratique, radical, dans le domaine social et dans le domaine politique. Voilà ce que c'est que le rationalisme maçonnique. Donc retenez ces points fondamentaux de l'idéologie maçonnique. Pas de vérité universelle, pas de vérité universelle révélée. En matière morale, l'homme se fait lui-même à la force de ses poignets, par sa propre volonté. En matière politique, l'homme est libre en tout domaine, et c'est lui qui fixe les lois par sa propre volonté, par la volonté de ses représentants, par sa volonté collective, qui fixe les lois qui doivent présider à la vie sociale et politique. Quel a été le but? Là, je passe toujours très vite, parce que c'est surtout ce que je fais maintenant, c'est un aide-mémoire. Comment peut-on présenter le but de la maçonnerie? On s'aperçoit que ce but est plus religieux que politique. On le trouve remarquablement formulé dans les textes de la haute vente italienne, qui est une structure maçonnique de très haut niveau, qui dominait une bonne partie des maçonneries européennes dans les années qui vont de 1815 à 1850. Que disait cette haute vente? Voici un des textes qui date de 1819. Notre but final est celui de Voltaire. C'est le but de la Révolution française. C'est l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, si elle restait debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétuation plus tard. Fin de citation de cette haute vente italienne de 1819. Un autre franc-maçon de la haute vente a eu une formule qui est, je crois, également assez éclairante pour définir le but maçonnique. Il le dit carrément en inventant un nouveau vocable. Il s'agit, disait-il, de décatholiciser le monde. Décatholiciser le monde, tel était l'objectif de la franc-maçonnerie dans son aspect essentiel. Quelques mots sur l'organisation maçonnique. Quand on parle d'organisation maçonnique, il faut distinguer l'organisation visible, qui est de nature administrative, qui est importante mais qui n'est pas la plus importante, et l'organisation des grades, qui est de nature occulte. Voici comment ceci peut être schématisé. Dans l'organisation visible, vous avez les obédiences, qui sont différentes structures maçonniques, comme la Grande Loge en France, la Grande Loge nationale, le Grand Orient. Il y a des officiers qui sont élus, il y a des convents. Le convent, c'est un peu le mot américain convention, c'est-à-dire ce sont des parlements, des réunions, des congrès. Il y a le conseil de l'ordre, il y a le bureau, il y a le grand maître. Il s'agit là d'une structure démocratique au sens classique du terme, en ce sens qu'elle est basée sur l'élection. Mais, se superposant à cette organisation administrative visible, il y a une organisation occulte des grades, avec des grades inférieurs, apprentis compagnons maîtres, et des grades de degrés plus élevés, qui sont en nombre variable, suivant l'obédience, ça va de 8 à 33, suivant le cas. Et là, la structure n'est plus du tout démocratique, il s'agit d'une structure élitiste, c'est l'appel d'en haut qui remplace l'élection. On ne passe d'un grade au grade supérieur
que si on est appelé à ce grade supérieur par les membres des gens qui en font partie. Comment schématiser cette organisation? C'est une organisation pyramidale. Le schéma qui est au tableau est forcément imparfait, mais il essaye de rendre compte d'une structure qui est assez complexe. J'ai représenté là des francs-maçonneries de rang N, N plus 1 et N plus 2. Les carrés, c'est les initiés du rang N plus 2, les croix, c'est les initiés du rang N plus 1, les zéros, c'est les initiés du rang N. Et vous voyez que ce qui caractérise cette structure, c'est que vous avez des gens du rang N plus 1 qui appartiennent simultanément au rang N, mais qui ne sont pas connus de leurs collègues du rang N comme appartenant au rang supérieur. Ce qui fait que ces gens, les croix qui sont cerclés, qui appartiennent à la fois au rang N et N plus 1, qui se connaissent entre eux parce qu'ils appartiennent au rang N plus 1, peuvent se concerter entre eux et peuvent diriger leur rang N sans que leurs collègues du rang N se rendent compte. C'est ce qu'on appelle l'obéissance aux supérieurs inconnus, c'est la direction par des supérieurs inconnus. Le grand écrivain Léon de Poncin, qui a remarquablement analysé la franc-maçonnerie dans ses livres, représentait par la formule que je vais mettre au tableau cette schématisation. La franc-maçonnerie, disait-il, est une superposition de sociétés secrètes dans laquelle chaque grade connaît l'existence et les secrets de son groupe et des groupes inférieurs, mais ignore ce qui se trame et se décide dans le groupe immédiatement supérieur. Donc chaque grade, je répète, connaît les secrets de son groupe et connaît les secrets des groupes inférieurs, mais il ignore ce qui se trame et se décide dans les groupes immédiatement supérieurs. Et ce sont des gens du groupe immédiatement supérieur qui, de facto, le font fonctionner. La franc-maçonnerie, pour exercer son action sur l'opinion, puisque son principal but est de nature idéologique, utilise des relais. Des relais sont très nombreux, ce sont des sociétés paramaçonniques qui sont inspirées par la franc-maçonnerie, et parmi ces relais, il y a des organisations comme en France, par exemple, la Ligue de l'enseignement, qui se présente ouvertement comme une maçonnerie extérieure. Et nous verrons dans le cas du Québec, il y a un certain nombre de relais de la franc-maçonnerie qui ne sont pas des maçonneries, mais qui ne cachent pas leur amitié, leur coordination, leur travail en commun avec les francs-maçons. Parmi les relais les plus connus à l'échelle mondiale figurent les Rotary et la Lions Club. Voici comment, dans la revue Historia, dans un article à la gloire des francs-maçons, étaient présentés les Rotary, ou plus exactement étaient présentées les relations entre Rotary et franc-maçonnerie. Je cite le texte au tableau, tiré d'Historia. On dit parfois que le Rotary et le Lion sont des émanations anglo-saxonnes de la franc-maçonnerie. La majorité des Français rotariens ou Lions s'inscrivent en faux contre une telle allégation. Ils ne sont pas maçons, et c'est vrai. Certains sont même des anti-maçons convaincus, hostiles à l'image sectaire donnée par le Grand Orient à la franc-maçonnerie française de 1900. Et pourtant, ces clubs sont bien d'essence maçonnique, l'essence maçonnique est en italique. Ils sont un véhicule d'idéaux maçonniques, de fraternité, de solidarité et d'universalité, et beaucoup de leurs dirigeants sont francs-maçons. Donc retenez simplement l'importance de ces relais qui permettent à la franc-maçonnerie d'agir au loin sans forcément se découvrir. Quelle est la méthode principale utilisée au sein des loges maçonniques? L'année dernière, je m'étais pas mal appesanti de cette méthode, je la rappelle ici très rapidement. Elle est caractérisée par 4 principes. Liberté, égalité, fraternité et suggestion à des meneurs de jeu inconnus. Par la liberté totale de pensée, la liberté totale de conscience, on s'affranchit de l'autorité de tout ordre qui transcende l'homme, qu'il soit naturel ou qu'il soit surnaturel. Par l'égalité, on s'affranchit de l'autorité des hiérarchies naturelles dont les pouvoirs viennent de Dieu. Par la fraternité, en loge, qui exige l'adhésion de tous à l'opinion commune, on réduit les vérités religieuses, philosophiques, morales et politiques au minimum qui est accepté par tous. Il est bien évident qu'une société qui se fonderait uniquement sur ces principes de liberté, égalité, fraternité, au sens maçonnique de ces mots, ne pourrait pas fonctionner parce qu'elle aboutirait très vite à l'anarchie. Il faut donc un facteur d'ordre, un facteur de direction. Ce facteur de direction, c'est la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, suivant le schéma triangulaire ou pyramidal que je vous ai présenté tout à l'heure. Les gens d'un rang N étant dirigés par des gens d'un rang supérieur, sans qu'ils le sachent, puisqu'ils ne connaissent pas les gens du rang N plus 1 qui participent à leurs travaux. Par la suggestion à des meneurs de jeu inconnus, on oriente, dans le sens voulu par les loges,
dans le sens voulu par ses supérieurs inconnus, le travail de la loge. Vous imaginez la redoutable efficacité des principes d'action ainsi conçus, d'un mécanisme ainsi conçu, efficacité à l'intérieur de la société de pensée pour déstabiliser ses membres qui ne peuvent plus se rattacher à une vérité objective et pour les manipuler, efficacité dans l'action extérieure si les mêmes méthodes, liberté, égalité, fraternité, suggestion des supérieurs inconnus, si les mêmes méthodes sont utilisées au sein des relais de la franc-maçonnerie. Et il semble bien que ce soit par exemple le cas pour le Rotary ou le Lions Club. Les francs-maçons se réunissent généralement en loge appartenant à la même obédience, Grand Orient, Grande Loge, etc., et au même grade. Mais à côté de ces réunions en loge, il y a des réunions fraternelles. Qu'est-ce que c'est qu'une fraternelle? C'est une réunion de francs-maçons d'obédience et de grades différents, mais appartenant soit à la même profession ou ayant la même chef d'intérêt particulier en domaine artistique, dans le domaine culturel, dans le domaine historique, peu importe. Vous avez en France, par exemple, des fraternelles parlementaires, des fraternelles de grands ministères, des fraternelles de grandes sociétés nationales, etc. Alors, dans ces fraternelles, il y a en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada ou aux États-Unis, il y a une fraternelle pour le Rotary et une fraternelle pour le Lions Club. Quelle est la conséquence? C'est que un certain nombre de gens du Rotary et du Lions Club se réunissent, qui sont francs-maçons sans que leurs collègues rotariens le sachent, se réunissent dans la fraternelle du Rotary et peuvent se concerter ainsi pour diriger les Rotaries sans que les rotariens le sachent. C'est le rang N+1 qui dirige le rang N, c'est l'existence même de supérieurs inconnus. Quelques mots sur le type d'activité des loges. Les loges se présentent toujours comme des sociétés de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une société de pensée? Ce sont des sociétés assez strictement organisées, assez bien structurées, qui ont une activité interne et une activité externe. Activité interne, elle fonctionne en chambre de réflexion, laboratoire de pensée. Il s'agit de définir des modèles de société à 5, 10, 20 ans d'avance qui ensuite seront réalisés par l'autorité politique. Fonction également des loges, d'écoles de préparation à l'action. C'est là qu'on a préparé le personnel, par exemple, politique de la Révolution française, personnel politique, qui ensuite, une fois formé dans les loges, est venu carrément au pouvoir à partir de 1789. Activité extérieure, il s'agit d'une action à long terme sur l'opinion, il s'agit de créer des états d'esprit nouveaux, de créer des consensus, sans faire savoir que le consensus en cause est d'origine maçonnique, sans se faire savoir que l'état d'esprit nouveau a été lui-même élaboré en loge, et cette activité extérieure s'opère principalement à travers les relais dont j'ai parlé tout à l'heure. Relations entre francs-maçons, il est très rare que dans les loges maçonniques on donne des ordres. On agit surtout à base de suggestions. En général, il n'y a pas d'ordre directement donné, parce que s'il y avait des ordres directement donnés, en remontant la filière hiérarchique, on pourrait casser le cloisonnement horizontal, rappelez-vous le schéma pyramidal, qui caractérise tout à fait la franc-maçonnerie. Quel est le cas de l'action maçonnique sur la politique? Le type d'action maçonnique, il faut distinguer trois cas. Il y a le cas normal, ce pourquoi la franc-maçonnerie est faite. La franc-maçonnerie s'intéresse beaucoup plus au long terme qu'au court terme, beaucoup plus à la grande politique qu'à la politique politicienne. En France, nous la considérons comme la chambre de réflexion de la République. Nous la considérons comme le pouvoir spirituel qui inspire le pouvoir temporel républicain. Et son action est facilitée par la réelle maçonnique, c'est ça ce pourquoi la franc-maçonnerie est conçue, ce pourquoi elle est remarquablement adaptée. En période révolutionnaire, l'action est différente. Les loges, en tout cas les loges de bas grade, les plus visibles, s'effacent, cessent plus ou moins leur activité, disparaissent, et la franc-maçonnerie s'efface en apparence, il n'y a plus d'activité visible. C'est pour ça que pendant la Révolution de 89, grosso modo entre 89 et 99, pendant une dizaine d'années, les francs-maçons tiennent tous les lieux de commande de la France, mais on ne voit plus l'action, les loges maçonniques ne sont plus visibles. Enfin, vous avez le cas exceptionnel, qui est le cas français actuel, dans lequel la franc-maçonnerie se transforme en ligue d'action politique directe, ce pourquoi elle n'est pas spécialement bien faite. Ce fut le cas en France sous la Troisième République avant la guerre de 14, c'est le cas en France sous la Cinquième République d'une manière assez nette, quand vous savez qu'actuellement dans les ministères français, en gros, qui comptent 40 à 45 ministres et secrétaires d'État, vous avez des francs-maçons
Ils sont de l'ordre de entre 7 et 12 francs-maçons dans les cabinets ministériels. Quand un cinquième ou un quart d'un cabinet ministériel appartient à la franc-maçonnerie, il est évident que la franc-maçonnerie est directement imbriquée dans la politique politicienne, dans la politique quotidienne, et c'est le cas exceptionnel. Pourquoi en est-il ainsi en France? Je n'ai jamais eu de réponse claire à cette question. Quelques mots sur le caractère occultiste de la franc-maçonnerie. Je disais que l'idéologie maçonnique se décompose en deux parties. Le rationalisme pour le bas grade. Le rationalisme, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pas de vérité universelle, pas de vérité universelle révélée. Une morale que l'homme se fait à la force du poignet. Et en politique, les idées libérales de 89. Dès qu'on monte en grade, apparaît l'occultisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'occultisme. Nous avons ici une brochure remarquablement bien faite de notre ami Jean Vaquier, intitulée « Occultisme et foi catholique ». C'est un résumé très bien fait des 20 principaux thèmes gnostiques ou occultistes. Si vous voulez savoir avec précision ce qu'est l'occultisme, avec une brochure rapide à lire et très précise, achetez cette brochure verte. Mais parmi les thèmes occultistes que l'on trouve, qui sont toujours les mêmes, quel que soit le mouvement occultiste, vous avez toujours le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme, c'est-à-dire l'appel aux démons pour connaître les choses cachées ou avoir son aide. Je dis deux mots, le système ternaire, c'est la théorie selon laquelle il y a trois mondes, le monde physique, le monde astral et le monde spirituel. Il y a trois principes dans l'homme, corps physique, corps intermédiaire au corps astral et esprit. C'est tout à fait contraire à la doctrine du bon sens, à la bonne doctrine catholique, dans laquelle on vous apprend que le monde composé humain est composé de matière et de forme, c'est-à-dire de corps et d'âme. Il y a deux principes d'être, il n'y a pas trois principes d'être dans le composé humain. Toujours est-il que les occultistes tiennent absolument à ce système ternaire, et que le dit système ternaire est une des marques de l'occultiste les plus faciles à repérer. En voici la présence dans la franc-maçonnerie. J'ai mis au tableau un extrait du livre de Boucher, qui est un franc-maçon, sur la symbolique maçonnique. Et il vous dit quelle est, d'après les francs-maçons, l'explication du triangle avec l'œil omnivoyant au sein du triangle. Figure 43, l'œil divin dans le triangle, l'explication du franc-maçon Jules Boucher. L'œil symbolise sur le plan physique le soleil, sur le plan intermédiaire ou astral la verbe, sur le plan spirituel le grand architecte de l'univers. Intérêt de cette indication, c'est que vous voyez là le système ternaire, plan physique, plan astral, plan spirituel, apparaître dans un bouquin de symbolique maçonnique. Tout ça pour dire que le système ternaire, qui est un des thèmes occultistes les plus importants, figure tout à fait classiquement dans la symbolique maçonnique. Que peut-on dire de cette symbolique maçonnique? En résumé, voici quelques notions à retenir. On y retrouve les marques classiques de l'occultisme, le panthéisme, la réincarnation, le système ternaire, le spiritisme. La Kabbale ou l'ésotérisme juif en constitue le fond. On le voit d'ailleurs très bien dans le grand livre du franc-maçon américain Albert Pike, intitulé Morals and Dogma. La Kabbale en constitue le fond, la Kabbale juive. Il est réservé, cet occultisme, aux grades élevés de la franc-maçonnerie, et il constitue un phénomène bien réel d'inspiration satanique, où Satan se présente plutôt déguisé en ange de lumière, mais c'est un phénomène qui est réservé aux grades élevés, et dont les francs-maçons de grades inférieurs peuvent ignorer tout à fait, d'une manière à peu près totale. Quelques mots sur les rapports entre judaïsme et franc-maçonnerie. Là, j'insiste pas, je fais simplement deux citations de rabbins. Citation du rabbin Citruc, qui est grand rabbin de France, dans une émission faite à France Inter, émission de radio, au moment du bicentenaire de la Révolution. Que disait ce grand rabbin de France? Texte au tableau: le judaïsme imprègne tout le monde moderne, notamment avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme. Comme la Déclaration des droits de l'homme est d'essence maçonnique, a été élaborée en loge, comme les francs-maçons, l'idéologie des droits de l'homme, c'est l'aspect politique du rationalisme maçonnique, on peut dire que le judaïsme se réclame d'une doctrine qui est typiquement maçonnique. Il y a donc entre les deux des passerelles extrêmement actives.
Le rationalisme maçonnique se rapproche donc du judaïsme, comme le dit le rabbin Joe Citruc. Par ailleurs, l'occultisme maçonnique se rapproche de la Kabbale. Voilà ce que dit à ce sujet-là le rabbin Elie Ben Amozek dans le livre que je citais tout à l'heure, Israël et l'humanité. Ce qu'il y a de certain, dit ce rabbin, c'est que la théologie franc-maçonnique correspond assez bien à la théologie de la Kabbale. D'autre part, une étude approfondie des monuments rabbiniques au 1er siècle de l'ère chrétienne fournit des preuves nombreuses que l'Agada était la formule populaire d'une science réservée qui offrait par les méthodes d'initiation les ressemblances les plus frappantes avec l'institution franc-maçonnique. Fin de la citation du rabbin Ben Amozeg. Et j'arrête là mes remarques sur les relations entre judaïsme et franc-maçonnerie dans le domaine du rationalisme politique et dans le domaine de l'occultisme kabbaliste. Je termine en disant, en quelques mots, les caractères, l'attitude de l'Église catholique à l'égard de la franc-maçonnerie. Il y a deux caractéristiques de la franc-maçonnerie qui, entre autres, la rendent évidemment inacceptable pour les catholiques. Le refus de toute vérité universelle, et en particulier le refus de toute vérité universelle révélée. Le relativisme érigé en dogme. Il est bien évident que la religion catholique étant basée sur la révélation divine, la religion catholique est une vérité et une religion révélée, ne peut pas s'accommoder, ne peut pas s'entendre avec la franc-maçonnerie qui, par principe, refuse le principe d'une révélation, d'une vérité universelle révélée. Ensuite, le caractère systématiquement secret de l'appareil maçonnique, qui le fait échapper aux deux sociétés parfaites qui normalement cadrent la vie de l'homme sur Terre, l'Église et l'État, est également un principe de désordre qui a été critiqué dans les monuments, dans les documents catholiques. Ces documents catholiques, quels sont-ils? La franc-maçonnerie a été condamnée par l'Église catholique de manière continue depuis l'année 1738. J'ai mis au tableau les dates des principales condamnations. Parmi ces condamnations, le texte l'un des plus importants, c'est l'encyclique du pape Léon XIII Humanum Genus de 1884, et c'est le texte du cardinal Ratzinger de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1983, répété en 1985. Motif de ces condamnations, la franc-maçonnerie est condamnée par l'Église, qu'elle soit déiste ou qu'elle soit athée. L'Église ne prend pas en considération ce caractère de la maçonnerie. Elle sait d'ailleurs fort bien que la très grande majorité des francs-maçons sont déistes et ne sont pas athées. Mais c'est pas là-dessus qu'est basée la condamnation. Elle est basée sur l'idéologie naturaliste, refus d'une vérité universelle révélée, et sur son organisation en appareil secret. Voici le texte de la Congrégation pour la défense de la foi de 1983, texte qui est extrêmement précis. Je cite: « Le jugement négatif de l'Église sur la franc-maçonnerie demeure inchangé parce que ces principes ont toujours été considérés comme incompatibles avec la doctrine de l'Église. C'est pourquoi il reste interdit par l'Église de s'y inscrire. Les catholiques qui font partie de la franc-maçonnerie sont en état de péché grave et ne peuvent s'approcher de la Sainte Communion. » Fin de la citation de la Congrégation romaine. Vous voyez bien qu'il n'est pas question, là, dans cette condamnation, des intentions des francs-maçons, qu'il n'est pas question du fait que les francs-maçons soient déistes ou athées, il est question des principes maçonniques, le relativisme érigé en dogme en particulier, qui sont incompatibles avec la doctrine de l'Église, et c'est ça le point très important qu'il faut retenir. Malgré cela, vous savez comme moi qu'il y a eu une certaine pénétration de l'influence maçonnique au milieu catholique, et un des événements qui pour nous Français, et moi qui suis parisien, est assez pénible, c'est de voir construire par exemple actuellement une cathédrale dans la ville d'Évry aux environs de Paris, qui a absolument l'aspect d'un temple maçonnique. Voici le schéma de cette cathédrale tel qu'il figure dans la revue Info 91, qui est la revue de l'Église dans le diocèse de l'Essonne. Quelques mots sur les résultats obtenus par la franc-maçonnerie, dont son but de décatholiciser le monde. Je pense surtout aux actions buts obtenus en France, mais c'est un peu pareil dans d'autres pays du monde, nous allons le voir spécialement aux États-Unis. L'école laïque ou séparation de l'Église et de l'école, l'État laïque ou séparation de l'Église et de l'État, ça a été obtenu chez nous par la loi de 1905.
La famille ébranlée par le divorce, la majorité à 18 ans, l'égalité parentale, etc., etc., toutes lois pour lesquelles les francs-maçons, chez nous en France, sont appuyés massivement. Et enfin, tout le train de loi contre la vie, dont les francs-maçons se sont ingéniés pour lesquels les francs-maçons se sont ingéniés à créer un consensus avant d'obtenir une légalisation. Loi contre la vie, c'est-à-dire la contraception, l'avortement et la préparation de l'euthanasie. Voilà 4 résultats assez significatifs qui ont été obtenus par l'action maçonnique chez nous en France. Quelques mots sur les points faibles de la franc-maçonnerie, je vais m'arrêter ici, avant de passer au cas américain et au cas québécois. Les querelles de clans, vous avez entre les francs-maçons vous disent les religions divisent, la franc-maçonnerie unie, c'est une fumisterie, en ce sens que vous avez eu à toutes les époques de la franc-maçonnerie des querelles entre clans maçonniques extrêmement violentes. D'ailleurs, on peut se représenter dans une certaine mesure l'histoire de la Révolution française comme une série de querelles de clans maçonniques. C'est la raison pour laquelle les francs-maçons, le franc-maçon Jean-André Fauché a fait là-dessus un article remarquable, remarque, et c'est un fait historique absolument certain, c'est que le régime français qui a été le plus sanguinaire à l'égard de la franc-maçonnerie, c'est le régime de la Première République, créé en 1789, ou un peu plus tard, dont tous les dirigeants étaient francs-maçons. Et la chose se comprend très bien quand vous avez le principe de la purge. Dans un domaine politique où tous les dirigeants sont francs-maçons, qu'est-ce que c'est qu'une purge? Ce sont des francs-maçons qui purgent d'autres francs-maçons, ou qui les liquident physiquement, comme on disait à l'époque. Bon, effectivement, au cours de la Révolution française de 89, vous avez vu les Girondins être liquidés par les Jacobins, les Jacobins être liquidés avec Robespierre par les Thermidoriens, etc., etc. Donc, des francs-maçons qui purgent d'autres francs-maçons. C'est un des points faibles de la franc-maçonnerie. La nécessité d'obéir à des supérieurs inconnus, ce qui est en contraire à la psychologie élémentaire de l'homme. Des objectifs qui sont très souvent affreux et sordides, comme l'objectif contraception, avortement, etc. Un côté ridicule, je n'ai pas eu le temps d'en parler, attaché à leur rite. Et autre point faible, par certains côtés, ce mode d'action très lent et nécessairement secret. Le secret est incontestablement une contrainte qui complique beaucoup l'action. Ces rappels sur la franc-maçonnerie étant faits, je vais attaquer alors rapidement les deux sujets importants. Que peut-on dire de la franc-maçonnerie aux États-Unis? Que peut-on dire de la franc-maçonnerie au Québec? Avec les quelques documents que j'ai pu avoir par des amis américains ou par des amis canadiens. Je vais simplement dire quelques mots d'abord sur la franc-maçonnerie aux États-Unis, de rappeler l'origine maçonnique des États-Unis, rappeler quelles sont les structures effectives maçonniques aux États-Unis, montrer l'importance de la présence maçonnique dans la politique américaine et rappeler quels sont les objectifs de la franc-maçonnerie américaine, tout spécialement sur le plan social et politique. Les documents que j'ai utilisés à cette fin sont en grande partie tirés d'un livre écrit par un de mes amis qui s'appelle Paul Fischer, et qui a écrit deux livres sur la franc-maçonnerie, le principal étant celui dont la couverture est représentée au tableau. C'est le livre qui s'appelle « Derrière la porte de la loge », auteur Paul Fischer, et livre rédigé dans les années 85 ou 87, et utilisant très largement la documentation qu'il a pu trouver, en particulier dans la revue de New Age, le Nouvel Âge, qui est la revue d'une des grandes obédiences américaines, l'obédience écossaise du Sud. Donc commençons, avant de parler des structures effectives maçonniques, parlons de l'origine maçonnique des États-Unis. Vous avez à côté de Washington, dans la petite ville d'Alexandrie,
qui est sur le Potomac, à une 25 km de Washington, un gigantesque temple maçonnique en granit, de style néo-égyptien, dont voici l'un dessin. J'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises, et il s'intitule George Washington Masonic Memorial, et c'est très intéressant parce que vous avez là toutes les reliques, tous les souvenirs des origines maçonniques des États-Unis, pieusement exposés à la vue des visiteurs. Et les citoyens, les bourgeois de Washington visitent ce temple avec une certaine piété, exactement, que la comparaison peut vous paraître un peu scandaleuse, mais un peu comme les Français iraient faire la dévotion au Sacré-Cœur de Montmartre. Vous avez dans ce temple, vous avez dans une vitrine côte à côte le tablier de franc-maçon de George Washington et le tablier de franc-maçon de Lafayette. Vous aviez, parce que je ne les ai pas vus mon dernier passage, les clés de la forteresse de la Bastille, les grandes clés en fer forgé, qui ont été données par Lafayette à George Washington et qui sont conservées dans cette loge. Vous avez dans un péristyle qui se trouve à l'arrière du temple des médaillons en bronze, ronds comme ça, qui donnent l'effigie des présidents de la République américaine qui ont été francs-maçons avec la loge à laquelle ils appartenaient. Et il y a en gros, depuis le début de je vous donnerai le chiffre exact tout à l'heure, il y a eu exactement 17 présidents sur 41 qui ont été officiellement francs-maçons, dont on connaît la loge. Et parmi eux, il y a bien évidemment le premier d'entre eux qui était George Washington. Donc ce monument à lui tout seul est déjà un témoignage historique extraordinaire sur l'origine maçonnique des États-Unis, étant entendu que les pères fondateurs, à l'exception de Louis Bercera, étaient tous des francs-maçons. Vous avez dans le temple d'Alexandrie, vous avez une grande statue en bronze de George Washington portant le tablier de franc-maçon. On ne le voit pas très bien, mais le tablier de franc-maçon, aussi on le voit à peu près sur le dessin. Vous avez, toujours dans ce temple, des grandes estampes, des grands tableaux en couleur qui montrent les cérémonies maçonniques qui ont présidé à la création des grands monuments que l'on voyait à Washington, comme par exemple le Capitole. Dans la création, la pose de la première pierre du Capitole, et voilà le schéma qui est donné, un grand tableau en couleur, qu'on ne voit pas très bien sur le tableau, et on voit là-dedans George Washington portant le tablier de franc-maçon, le petit tablier en soie, et prenant une équerre et du mortier pour sceller la première pierre du Capitole de la République. Ceux d'entre vous qui ont pu visiter les États-Unis ont pu constater que dans toutes les petites villes américaines, dans la grande rue Street, vous avez les églises des différentes dénominations, il y a presque toujours une, deux ou plusieurs loges maçonniques qui ont également leur temple. La présence maçonnique aux États-Unis est extrêmement visible. Il y a un véritable quadrillage maçonnique dans ce pays. Vous trouvez également aux États-Unis beaucoup de gens qui portent des bagues maçonniques avec des insignes maçonniques sur la bague, ou qui portent des insignes maçonniques, en particulier l'obédience maçonnique qui s'appelle le Mystic Shrine, avec le compas et le cimetière. Vous voyez très souvent des gens qui portent le compas et le cimetière à la boutonnière. Donc, premier point, l'origine maçonnique des États-Unis, c'est une chose incontestable. Ce pays a été créé par des francs-maçons et vit dans une optique maçonnique. Les pères fondateurs, à l'exception d'un seul, étant des francs-maçons. Deuxième point, quelle est la structure, quels sont les effectifs maçonniques? Là, je me base sur les documents qu'a collationné Paul Fichet dans son livre derrière la porte de la loge. Donc la franc-maçonnerie au gouvernement, et ceci depuis longtemps. Il y a une idée fausse qui existe en France sur la franc-maçonnerie américaine, et que je ne sais pas si elle existe ici au Québec, mais qu'il faut absolument casser, parce que ce n'est pas du tout conforme à la réalité. Les gens croient qu'il y a deux maçonneries, une maçonnerie latine du type Grand Orient de France, qui est sectaire et anticatholique, et une maçonnerie anglo-saxonne qui est bon enfant, paisible, pacifique, et qui n'est pas du tout dangereuse, et qui ne serait pas du tout contre la loi naturelle et contre l'Église catholique. Alors, quand vous regardez la franc-maçonnerie américaine, qui est essentiellement une franc-maçonnerie anglo-saxonne, regardez quels sont ses objectifs. Ils ont été remarquablement analysés dans l'encyclopédie catholique de 1913. Je dis bien 1913, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 80 ans, par un jésuite qui s'appelle le père Gruber. Ben, vous allez voir que les objectifs de la franc-maçonnerie américaine, définis en 1913 par le père Gruber, correspondent exactement
avec quelques modalités différentes, aux objectifs que nous trouvons en France et que nous trouvons vraisemblablement au Québec. Voici le résumé que donne le père Gruber sur les objectifs maçonniques tels qu'il pouvait les voir en 1913. 3 points. Premier point, supprimer toute influence sociale de l'Église et de toute religion en général, soit par la persécution ouverte, soit par ce qu'on appelle séparation de l'Église et de l'État. Deuxième point, laïciser ou séculariser toute la vie publique et privée, et surtout l'éducation populaire. Troisième point, développer systématiquement la liberté de pensée et de conscience chez les enfants des écoles, les protéger contre les influences perturbatrices de l'Église et même de leurs propres parents, éventuellement par contrainte si la chose est nécessaire. Dans ce programme, vous avez pratiquement tout le programme de sécularisation de la société, de laïcisation de la société, que nous voyons appliquer en France méthodiquement par le Grand Orient et la Grande Loge, et que l'on voit appliquer, que le père Gruber a vu en 1913 appliquer aux États-Unis, et il est bien évident que les choses n'ont pas changé depuis cette date 1913. Pour en finir avec la maçonnerie américaine, disons un mot des B'nai B'rith. Les B'nai B'rith, c'est une structure assez particulière, une maçonnerie qui est réservée exclusivement à un personnel juif, qui a été fondée en 1843 à New York. Souvent les gens vous disent, mais non, c'est une association philanthropique, ce n'est pas une maçonnerie. Mais voici comment la Tribune juive, qui est un mensuel, un hebdomadaire parisien, présente la création des B'nai B'rith et montre bien son caractère maçonnique. Donc voici l'extrait de la Tribune juive numéro 997 de 1986. Je cite le texte. New York, le 13 octobre 1843. Au café Sims-Berner, 12 juifs émigrés d'Allemagne tiennent une mystérieuse réunion. Ils projettent de créer une obédience maçonnique réservée aux seuls juifs. On peut supposer que les 12 fondateurs des B'nai B'rith étaient déjà des francs-maçons, affiliés à des loges américaines, car ils choisissent un rituel qui est un mélange du rite d'York et du rite américain d'All Fellows. Leur projet, dit la Tribune juive, et projet qui a été réalisé, c'est de créer une obédience maçonnique réservée aux seuls juifs, et c'est ça qu'on appelle les B'nai B'rith, loge qui a une action au Canada, nous le verrons tout à l'heure, loge qui a également une influence politique en France qui est assez considérable. Il est difficile de connaître ses effectifs, j'ai vu 2 chiffres, un chiffre prétendant qu'ils étaient 500 000 à l'échelle du monde, donc 250 000 à l'échelle des États-Unis, un chiffre donnant des chiffres moitiés. Alors leur effectif total se situe entre 250 000 et 500 000. C'est donc des chiffres qui sont importants et c'est certainement une structure qui est très importante, qui est puissante. Vous savez comme moi qu'elle a des relais. Il y a des relais de la maçonnerie B'nai B'rith, en particulier l'IAPAC, qui est une sorte de lobby qui agit d'une manière très puissante dès que les intérêts juifs paraissent menacés, qui agit sur les personnes privées, sur les sociétés commerciales, sur les hommes politiques. La IAPAC est une courroie de transmission, est un relais de la franc-maçonnerie juive des B'nai B'rith. Sur le fonctionnement de la IAPAC, vous avez un livre absolument passionnant qu'on trouve facilement aux États-Unis du député démocrate Paul Findlay, qui s'appelle They Dare to Speak Out. Ils osent s'exprimer. Findlay a étudié une vingtaine de cas où ce lobby IAPAC, émanant de la B'nai B'rith, a agi pour rendre la vie impossible à des organismes ou à des personnalités qui étaient considérées comme hostiles au monde juif. Bon, il y a 55 minutes que j'ai parlé, nous allons nous arrêter 10 minutes. Je reprendrai pour exposer rapidement ce qu'on peut dire sur la franc-maçonnerie au Québec. Et ensuite, on pourra passer aux questions et réponses. Profitez de cet intervalle de 10 minutes pour acheter éventuellement les brochures qui sont sur la table là-haut, en particulier la brochure Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie et la brochure sur le occultisme et foi catholique. Donc nous reprenons dans 10 minutes. Je reviens sur le cas de la franc-maçonnerie aux États-Unis. Sur l'imprégnation maçonnique beaucoup de milieux américains, vous avez des éléments extrêmement intéressants dans les 2 livres du grand écrivain américain Solange Hertz. Et ces 2 livres sont celui-ci,
The Star Spangled Heresy, l'américanisme, et spécialement le dernier chapitre de ce livre, intitulé L'étrange esprit de 76. Il s'agit bien entendu de l'étrange esprit de 1776, année de la fondation de la République américaine. Et son deuxième livre, qui fait suite à celui-ci, celui-là a été publié en 92, le deuxième a été publié en 93, s'appelle Utopie. Et ces deux livres, on les trouve en les commandant à Veritas Press à Santa Monica, en Californie. Ce sont des livres absolument remarquables dans lesquels vous avez, ils ne parlent pas uniquement de la maçonnerie bien entendu, mais dans un des chapitres du premier livre et plusieurs chapitres du second, vous avez des explications remarquables sur la pénétration de l'idéologie maçonnique dans divers milieux américains et spécialement dans les institutions politiques. J'en viens à la franc-maçonnerie au Québec, sur lequel j'ai eu par un ami quelques éléments qui sont évidemment un peu sommaires. Voici les points que je compte traiter très rapidement. Structure et effectif, les relais de la franc-maçonnerie, comme le MLQ, comme le club Condorcet, comme le club Jacques Cartier. Troisième point, l'action de la franc-maçonnerie illustrée par le cas de Léon Patnaud, qui est mort il y a quelques années, et le cas de Gloria Escomel. Enfin, l'action de déchristianisation opérée par la maçonnerie et ses relais, l'action en particulier du MLQ et le cas d'Ebn Aibrit. Alors, premier point, structure et effectif. Voici les quelques éléments que j'ai pu rassembler dans différents documents. Vous avez au Québec principalement une maçonnerie d'origine anglaise. La Grande Loge du Québec, fondée en 1759, obédience anglaise, tendance déiste et conservatrice au sens américain du mot conservateur, c'est-à-dire la conservation des idées libérales et révolutionnaires, davantage, et environ 10 000 membres, dont seulement 2% sont francophones. À côté de ça, vous avez les loges qui sont rattachées au Grand Orient de France. Ces loges ont été fondées en 1877. Elles ont une tendance agnostique et libérale comme le Grand Orient de France, alors que la Grande Loge du Québec est déiste. Elles comptent 1 millier de membres, en majorité francophones, et leur activité interrompue depuis le début du siècle jusqu'à 1977 semble avoir été reprise en 1977. Donc au total, on peut penser qu'il y a environ 11 à 12 000 francs-maçons au Québec, parmi lesquels 1 millier de francophones et 10 à 11 000 qui sont des anglophones. Voilà à peu près pour les chiffres. Et la grande majorité est d'obédience anglaise, une petite minorité se rattachant au Grand Orient de France. Qu'est-ce que ça donne au point de vue effectif? Les chiffres sont intéressants à considérer. Vous avez 12 000 francs-maçons au Québec, soit un franc-maçon pour 550 habitants. Vous avez grosso modo 80 000 francs-maçons en France, soit un franc-maçon pour 690 habitants. Donc on peut dire que toute proportion gardée, il y a un petit peu plus de francs-maçons au Québec et qu'en France à population égale, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il y aurait une proportion 7 ou 8 fois plus élevée que celle que nous trouvons soit au Québec, soit en France. On vérifie là ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les pays latins à majorité catholique, les francs-maçons sont en général beaucoup, beaucoup moins nombreux que dans les pays protestants, et ceci s'explique du fait que, primo, la franc-maçonnerie est née dans ce pays protestant qui était l'Angleterre de 1717, et deuxièmement, dans les pays protestants, je n'ai pas eu le temps d'en parler, la franc-maçonnerie ne rencontre pas d'obstacles, alors que dans les pays catholiques, l'Église catholique d'une part et beaucoup de gouvernements catholiques d'autre part ont mis le maximum de bâtons dans les roues à la franc-maçonnerie tant qu'ils l'ont pu. À côté de ça, vous avez d'autres obédiences américaines, moins connues. J'avais trouvé, il y a quelques années, dans un journal, cette photo qui m'avait été donnée, qui m'avait paru assez intéressante, sur le Karnak Temple, avec un personnage canadien, Gilles Dubé, et qui fait partie des adorateurs du temple de Karnak. C'est une obédience maçonnique dont, autant que je sache, le siège principal se trouve aux États-Unis, mais il s'agit là de petits groupes qui sont minoritaires dans l'ensemble des 12 000 francs-maçons canadiens. Voilà pour la structure et pour les effectifs. Deuxième point, les relais. Je vous ai dit que les relais de la franc-maçonnerie sont très importants parce que la franc-maçonnerie souhaite
ne soient pas trop facilement découverts ses objectifs. Elle a donc besoin de relais pour transmettre dans le grand public les projets de société, les idées, les consignes, les idées directrices qu'elle élabore. Un des premiers relais de la franc-maçonnerie est visiblement le MLQ, Mouvement laïque québécois. J'ai eu, un ami m'a passé une collection de revues du MLQ, et j'ai repris, on voit assez fréquemment, dans le bulletin laïcité du Mouvement laïque québécois, on voit assez facilement une réclame, qui est celle qui est à la partie haute du tableau, réclame disant « Compliment d'une loge maçonnique mixte et laïque de Montréal au Mouvement laïque québécois ». Et vous avez visiblement cette loge maçonnique mixte et laïque de Montréal avec le compas et le cimeterre et les 3 points qui sont des symboles maçonniques bien connus. Autre relais de la franc-maçonnerie au Québec, le cercle Condorcet. Voilà ce qu'on lisait dans une revue du MLQ, la revue Laïcité, texte au tableau. Le Conseil national du mouvement laïque québécois a décidé à sa réunion du 5 septembre 1988 d'encourager la fondation d'un cercle Condorcet à Montréal. Le premier cercle Condorcet fut fondé à Paris en 1987 sous l'inspiration de la Ligue française de l'enseignement. Le cercle Condorcet de Montréal sera un lieu organisé pour débattre et pour produire des idées, des thèses, des propositions qui seront ensuite diffusées, confrontées et soumises à l'opinion publique. Fin de la citation de la revue Laïcité, du journal Laïcité. Donc vous voyez là comment s'engendrent ces relais. Le MLQ est visiblement un relais de la franc-maçonnerie québécoise, et le MLQ lui-même donne naissance à un cercle Condorcet qui est un relais de relais, si vous voulez. Et le cercle Condorcet est en liaison directe avec le cercle Condorcet de Paris, et qui a été fondé par la Ligue française de l'enseignement, la Ligue française de l'enseignement étant un des relais du Grand Orient de France. Donc tout ça se tient, et vous avez là des relais en cascade, MLQ et cercle Condorcet. Autre relais de la franc-maçonnerie, voilà, d'après le Devoir de Montréal du 17 juin 1987, je lui laisse la responsabilité de ses affirmations, celui qui dit du cercle Jacques Cartier. Je cite le Devoir. En 1926, à Ottawa, un groupe de fonctionnaires fédéraux fondait une société discrète, l'Ordre des commandeurs Jacques Cartier. Le secrétaire fondateur était un Canadien français franc-maçon. Le but était de promouvoir et de favoriser la venue de Canadiens français dans le gouvernement et le service civil. Ayant personnellement joué un rôle durant 15 années, de 1944 à 1959, au sein de cette franc-maçonnerie catholique et canadienne-française, Raymond Laliberté a reconnu son rôle, son importance et son influence. Il a fait d'ailleurs, je crois, un livre à ce sujet. Autrement dit, c'est pas moi, c'est le Devoir qui considère que l'ordre des commandeurs de Jacques Cartier est considéré par le journal Le Devoir comme étant une franc-maçonnerie catholique et canadienne-française. Je n'ai pas le temps de vous détailler l'activité de ces différents cercles. Et autre aspect de la franc-maçonnerie, avant de voir l'action de ces relais, voyons le cas de 2 personnalités maçonniques qui sont assez exemplaires dans leur ordre. Vous avez d'abord le cas de J.Z. Patnaud. Et voici comment il est présenté dans les revues dont j'ai eu la disposition. C'est le premier francophone originaire du Québec qui a été initié au Grand Orient de France au cours de la période contemporaine. La loge maçonnique reliée au Grand Orient de France a repris ses activités en 1977. Jean Patnaud a été l'initiateur en 1977 du Grand Orient du Québec. C'est un membre du mouvement laïque québécois, le MLQ. C'est l'un des fondateurs du cercle Condorcet, créé en 1988 par le MLQ. Vous voyez donc dans ces nouvelles de presse qui sont données dans différents journaux, en particulier dans la presse du 4 août 1989 et dans le journal Le Devoir du 17 juin 1987 et dans les fichiers centrales des entreprises, on voit qu'il y a une liaison étroite par la personne même de J.Z. Patnaud entre la franc-maçonnerie du Grand Orient
française, la franc-maçonnerie du Grand Orient québécoise, le mouvement laïque québécois, MLQ, relais de ce Grand Orient, et le Cercle Condorcet, relais du MLQ, et dont l'un des fondateurs a été le franc-maçon Patnaud. Tout ça, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait concerté. Deuxième cas exemplaire de personnalité maçonnique, le cas de Gloria Escomel. Oui, donc, voilà ce que je disais sur Patnaud, lien entre la franc-maçonnerie et les relais que sont le MLQ et le Cercle Condorcet, et par ailleurs lien entre la franc-maçonnerie québécoise du Grand Orient et la franc-maçonnerie française du Grand Orient, puisque le fondateur du Grand Orient de Québec était membre du Grand Orient français. Le cas de Gloria Escomel, un deuxième cas également exemplaire. Elle a incontestablement des affinités avec la franc-maçonnerie, puisqu'elle donne des conférences intitulées « Qui sont les francs-maçons ?» Elle a donné une conférence intitulée « Qui sont les francs-maçons ?» organisée le 30 novembre 1993 par l'ordre maçonnique mixte Le Droit Humain. Il faut voir cette personnalité assez riche et assez complexe de Gloria Escomel. Elle se présente comme une militante lesbienne. Elle est membre du comité d'action politique de la table de concertation des gays et lesbiens du Grand Montréal. Elle est ensuite administrateur de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui est un organisme juif extrêmement actif en France et qui doit avoir des antennes au Québec. Donc, à travers la personne même de Gloria Escomel, à travers les facettes multiples de cette personnalité, on voit les liens entre la franc-maçonnerie, ce relais de la franc-maçonnerie qu'est la LICRA, et en même temps l'influence, les liens avec ces milieux LICRA et franc-maçonnerie, des réseaux homosexuels dont vous connaissez la puissance politique, et en particulier puisque Madame Gloria Escomel fait partie de la table de concertation des gays et lesbiennes du Grand Montréal. Ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à ce sujet très particulier qui est la puissance politique des réseaux homosexuels, vous avez sur le cas des États-Unis un livre absolument passionnant qui s'appelle The Homosexual Network, le réseau homosexuel, qui a été fait par un prêtre d'origine cubaine et qui est vraiment une analyse extrêmement fouillée de la puissance politique de ces réseaux telle qu'elle existait dans les années 1985. Mais il est bien évident que de 1985 à nos jours, en l'espace de 10 ans, cette puissance, évidemment, s'est considérablement développée, et je pense que Gloria Escomel en est un des représentants. Quels sont les effets, les actions du MLQ dans le domaine de la déchristianisation? Je disais que le but de la franc-maçonnerie et de ses relais, bien entendu, était de décatholiciser le monde, et spécialement les pays catholiques, bien entendu. Alors, quand on regarde l'action du mouvement laïque québécois, on s'aperçoit que ces initiatives vont exactement dans ce sens-là. Le mouvement laïque québécois, pour prendre quelques exemples, a fait en 1989 une requête pour que soient enlevés les crucifix dans les tribunaux. Je n'ai pas pu savoir quel était le résultat de cette requête. En tout cas, c'est lui qui était à l'origine d'une requête pour que quelques restes de chrétienté qui survivaient encore au Québec, la présence de crucifix dans les tribunaux, qui est quand même une chose importante, ces résidus de chrétienté soient éliminés. Elle a également fait une requête, le MLQ a également fait une requête pour que soit aboli le serment sur des livres religieux. Il considérait que c'était contraire à la neutralité de l'État. Autre organisation maçonnique qui joue un rôle important dans le cadre de la déchristianisation, c'est le cas des B'nai B'rith. En parlant des B'nai B'rith aux États-Unis, j'ai montré que, contrairement à ce que disent les gens des B'nai B'rith, il s'agit bien d'une loge maçonnique, une structure maçonnique. Quelle est son action aux États-Unis? Au Canada, en voici quelques exemples. Voici un extrait de l'article Le Suburban, qui est un journal de ou d'Ottawa ou de Montréal, je ne sais pas de quel est le... C'est Montréal, oui. Donc dans ce journal du 23 février 1994, c'est tout récent, sous le titre « Le B'nai B'rith envisage maintenant de demander que l'on change le texte de l'hymne national ». Article de Joël Goldenberg de l'équipe du Suburban. Et je cite le petit texte qui est en anglais en dessous. Le B'nai B'rith envisage de demander que l'on change les mots
de la version française de l'hymne national canadien, parce qu'il a une orientation chrétienne qui est très très marquée, et que cette orientation chrétienne est en conflit avec l'esprit de multiculturalisme et d'égalité des citoyens de toutes les foi. Je ne me rappelle plus lesquels étaient les mots en question. C'est, je crois que le mot, je cherche le passage. Portera l'épée et la croix. Désolé. Car ton bras c'est porter l'épée, ton bras c'est porter la croix. C'est ça les mots qui ne figurent pas dans la version anglaise, qui figurent beaucoup plus dans la version anglaise est plus neutre. Mais voilà les mots que les Knight-Brite. Vous me direz, ça n'a pas une importance considérable. Si, parce que c'est un signe de cette volonté de déchristianisation, de décatholicisation qui anime toutes les loges maçonniques, aussi bien les loges juives que les Knight-Brite, que les loges d'obédience française comme le Grand Orient du Québec, que les loges d'obédience anglaise comme celle dont je parlais au début de l'exposé, ou que les relais de ces différentes loges comme le LICRA ou le MLQ ou le Cercle Condorcet. Voilà ce que j'ai pu trouver comme élément d'information sur le Québec. Ce n'est pas considérable, mais ça vous donne quand même une idée de cette action concertée que l'on retrouve dans tous les pays et qui est systématiquement la même, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, ou que ce soit aux États-Unis ou au Québec. Je termine et on passera ensuite aux questions en disant quelques mots sur ce qu'on peut envisager de faire contre la franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie est-elle si puissante? Parce que, si vous voyez la remarque de Saint-Pédis, qu'il faut inlassablement répéter, de nos jours, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la malaise des chrétiens. Remarque tout à fait fondamentale de Saint-Pédis, mais vous retrouvez formulée différemment la même remarque sous la plume de Mélanie Calvat, la grande bergère qui a vu l'apparition de la Salette en 1846. C'est la malaise des chrétiens qui explique cette puissance de la franc-maçonnerie qui nous persécute. Malaise des chrétiens dans la prière, malaise dans l'étude, malaise dans l'action. Et reprenons ces 3 points. Il y a d'abord le recours à la prière contre cette force qui est fondamentalement anticatholique. L'Évangile nous l'apprend, certains démons ne se chassent que par le jeûne et la prière. D'où l'importance de la prière pour lutter contre un organisme qui incarne sur terre le non serviam, le je ne servirai pas de Lucifer. Et quelle prière plus particulièrement dans son encyclique Humanum Genus, le pape Léon XIII le précise, je cite Léon XIII, qu'il dit qu'il faut prier, demander à la Vierge Marie, Mère de Dieu, de se faire notre auxiliaire, victorieuse de Satan dès le premier instant de sa conception, dit Léon XIII, qu'elle déploie sa puissance contre les sectes réprouvées. Appelons notre aide le prince des milices Céleste Saint-Michel, qui a précipité dans les enfers les anges révoltés, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, le tutélaire patron de l'Église catholique, et enfin les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Voilà quelques-unes des prières que demandait Léon XIII. Et n'oublions pas, c'était un objectif de prière très cher au grand saint Saint Maximilien Kolb, qui a passé une partie de sa vie à lutter contre les francs-maçons, qui avait fondé d'ailleurs une société à cette fin. N'oublions pas de prier pour la conversion des francs-maçons. Saint Maximilien Kolb attachait une très grande importance à cette intention de prier. Rappelez-vous, par exemple, c'est tout à fait typique dans l'histoire de l'Église, ce que nous racontent les Actes des Apôtres. On peut penser que, du moins les pères de l'Église ont pensé, que si Saint Paul s'est converti, si Saint Paul, gigantesque persécuteur des chrétiens, est devenu l'apôtre des gentils, eh bien, on peut penser que c'est en bonne partie aux prières de Saint Étienne, au moment où il était lapidé. Et vous savez que quand Saint Étienne était lapidé, Saint Paul était jeune et gardait les habits de gens qui lapidaient Saint Étienne. Et bien, Saint Étienne a prié pour lui. Et bien, le résultat de cette prière, c'est qu'au lieu d'avoir un persécuteur épouvantable, nous avons le plus grand apôtre, le grand apôtre Saint Paul, qui a été l'apôtre des gentils. Je pense que si nous avions davantage comme intention de prier à la conversion des francs-maçons, ça pourrait avoir des effets, peut-être pas aussi spectaculaires, mais en tout cas quelque peu analogues. Malaise dans la prière, malaise dans l'étude, malaise dans l'action. Je viens de parler de la prière, voyons maintenant l'étude. On ne peut pas combattre un adversaire qu'on ne connaît pas. Or, la franc-maçonnerie est facile à connaître, encore faut-il prendre la peine de l'étudier. C'est pas en lisant le quotidien, la presse ou le Devoir ou le Suburban que vous aurez des informations précises sur la franc-maçonnerie, mais vous avez des tas de livres remarquables qui ont été faits, et dans ma petite brochure Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie, j'ai donné en bibliographie toute une série de titres qui peuvent vous être utiles.
Mais si vous n'avez pas le temps d'étudier des ouvrages de 100, 200, 400 pages, lisez au moins cette brochure dans laquelle j'ai essayé de rassembler, j'allais dire, les connaissances d'hommes du monde qu'on a besoin d'avoir sur cette force qui quadrille nos pays et qui joue un rôle anticatholique fondamental. Donc, il est absolument fondamental de faire un effort pour connaître le fonctionnement de la franc-maçonnerie, connaître son idéologie, connaître son occultisme, connaître ses méthodes, savoir comment elle pénètre la société et comment elle fait adapter ses méthodes de liberté, égalité, fraternité dans des groupes catholiques qui n'ont rien à voir apparemment avec la franc-maçonnerie. Enfin, il faut contre cette franc-maçonnerie une contre-attaque qui soit intelligente. Dans une réflexion, le père de Clorivière, qui a été un jésuite qui a remarquablement analysé la Révolution de 89, qui est mort en 1817, si je ne me trompe pas, disait ceci: la Révolution était déjà préparée depuis longtemps par le libertinage des esprits et le libertinage des mœurs. Les brigands qui l'ont fait éclater n'auraient jamais réussi dans leur dessein s'ils n'avaient eu pour alliés les égoïstes et les peureux, et surtout les partisans à outrance des demi-mesures et de la conciliation. Donc vous voyez les trois facteurs que donne le père de Clorivière pour le succès des manœuvres maçonniques il y a 150 ans, et c'est la même chose aujourd'hui: libertinage des esprits, libertinage des mœurs, penchant excessif pour les demi-mesures et la conciliation. Trois facteurs qui ont contribué et contribuent toujours au succès de la Révolution. Que faut-il contre le libertinage des esprits, autrement dit contre le libéralisme intellectuel? Il faut une réaction intellectuelle, une formation doctrinale, une formation dogmatique qui soit sérieuse. L'intelligence est faite pour la vérité. Le libéralisme d'origine maçonnique dissout la notion même de vérité. Il y a là une réaction évidente qu'il faut faire et qui suppose un effort personnel de formation. Après le libertinage des esprits, le libertinage des mœurs. Il faut réagir contre ces mœurs païennes qui ont été introduites par les francs-maçons. Là, il y a eu des études très bien faites qui montrent à quel point toutes ces mœurs, toutes ces modes en particulier qui sont absolument infâmes, sont d'origine maçonnique et qu'il y a une action maçonnique qui remonte aux années 1900, tout à fait cohérente dans ce domaine. C'est un membre de la Grande Loge de la Grande Vente italienne qui, en 1819, disait ceci: c'est en 1843, donc il y a plus de 150 ans, faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. D'où un programme de corruption dont les grandes lignes étaient tracées au début du siècle dernier. Et on peut se poser la question: comment les catholiques peuvent-ils espérer une certaine efficacité dans leur lutte anti-maçonnique s'ils se laissent contaminer par la corruption maçonnique ambiante, s'ils adoptent peu ou prou les mœurs maçonniques caractérisées par l'infidélité conjugale, le non-respect de la vie, l'indécence dans l'habillement et la perte plus ou moins complète du sens de la pudeur? On peut se poser la question. Enfin, dans cette lutte contre la franc-maçonnerie, il paraît essentiel de réagir par des organes d'éducation tendant à l'action qui soient adaptés au combat qu'on a amené. C'est ce que proposait l'écrivain Copain de Bancelli, qui a passé 7 ans dans les loges maçonniques et qui en est sorti. Il disait ceci: si la franc-maçonnerie est un organisme d'éducation tendant à l'action, à la lutte, à la guerre intellectuelle, c'est par la création d'organes analogues que nous avons chance de lutter contre elle. Fin de la citation. Comprenant ce que veut cet ancien maçon, il ne s'agit pas de copier les méthodes maçonniques, il ne s'agit pas de se laisser entraîner sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Que fait la franc-maçonnerie? Elle se situe à l'avant-garde du combat des idées, elle propose des modèles de société et elle les fait passer sous forme de consensus. N'est-il pas urgent de la contrer sur ce terrain, d'opposer doctrine à doctrine, une doctrine de vérité à son idéologie fumeuse, et de ne plus encourir ces reproches que Jean Jaurès adressait aux députés catholiques en 1905 lors de la loi de séparation? Je n'ai pas le temps de vous lire le texte de Jean Jaurès, mais il leur reprochait de ne pas s'être opposé aux manœuvres maçonniques de la loi de séparation sur le plan des principes et d'avoir uniquement chicané sur des détails. Une école de préparation à l'action, une école de préparation à l'action idéologique au service du droit social catholique, c'est ce que requiert au premier chef la situation des pays catholiques d'Europe qui sont maçonnisés, et c'est un peu ce que nous essayons de faire dans notre groupe d'action familiale et scolaire. Enfin, il faut mettre à ce combat contre la franc-maçonnerie une certaine passion, c'est peut-être l'élément qui manque le plus, on ne fait rien sans passion. Comment expliquer que les francs-maçons, en assez grand nombre, fassent preuve d'un zèle persévérant au service d'une cause qui en définitive est sordide et repoussante,
Alors que la défense de notre patrimoine catholique, québécois ou français, de ses bases catholiques, la défense de toute une gamme de valeurs à laquelle nous tenons, de valeurs chrétiennes, semble laisser indifférente la grande majorité des catholiques. Serions-nous devenus ces tièdes, ces cœurs secs, et qui se sont laissés coloniser par une espèce de pourriture maçonnique, sans même paraître souffrir de cette colonisation? Tout le problème est là, retrouver la passion avec laquelle, comme le disait Thibon, il faut servir notre vieille voie chrétienne, vieille et éternelle, toujours nouvelle. Elle seule donne un sens à la vie, elle seule, parce qu'elle fait de la vie un chemin et de la mort une porte. Fin de la citation de Thibon. Voilà, je vous ai donné donc quelques éléments. Achetez quelques brochures pour ne pas partir les mains vides de cette réunion, garder une trace écrite de ce qui a été dit et étudier en profondeur les principes maçonniques. Une fois qu'on a compris les principes, on voit tout de suite les applications et on peut tirer parti des informations que donne la presse quotidienne sur telle ou telle activité maçonnique. Est-ce qu'il y a des questions à poser alors sur les trois exposés, le rappel général de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie aux États-Unis et la franc-maçonnerie au Québec? Il y a une influence maçonnique au sein même de l'Église par Rome. Si vous voulez, le propre de la franc-maçonnerie, c'est de jouer sur tous les tableaux. Je n'ai pas eu le temps d'analyser les méthodes maçonniques, mais en politique, quand on fait l'exposé complet sur la franc-maçonnerie, on essaye de montrer, ce qui est certain, c'est que la franc-maçonnerie, systématiquement, joue tous les éventails politiques. Et en France, elle a toujours eu des représentants dans tous les partis politiques qui vont du communisme jusqu'à la droite. Les communistes, pendant un temps, ont été interdits, le Parti communiste a interdit à ses membres de faire partie de la franc-maçonnerie, et cette interdiction a été levée en 1944. Donc, comme il joue la pénétration dans tous les milieux politiques, on peut penser qu'il n'y a aucune raison qu'il n'essaye pas, par tous les moyens possibles imaginables, de pénétrer cette structure tellement puissante qu'ils veulent démolir, qu'est l'Église catholique. Donc, depuis que la franc-maçonnerie existe, elle a fait des efforts pour pénétrer dans l'Église. Et depuis que la franc-maçonnerie existe, vous avez eu des hommes d'Église qui ont été francs-maçons. On le sait plus ou moins bien, mais il y a eu des cas assez typiques. On a beaucoup de raisons de penser, par exemple, que le cardinal Rampolla, qui était secrétaire d'État du pape Léon XIII, appartenait à une loge maçonnique. On sait que Monseigneur Annibal Bugnini, par exemple, qui a été longtemps le patron de la réforme liturgique, et qui du jour au lendemain a été démis de ses fonctions et expédié prononce en Iran, il a reconnu que, il a toujours affirmé qu'il n'était pas franc-maçon, mais il a reconnu que s'il avait été expédié comme prononce en Iran et vidé de ses fonctions du jour au lendemain, c'est parce qu'il a des accusations de maçonnerie, d'appartenance à la maçonnerie, avaient été déposées sur le bureau du pape. Donc il y a certainement des francs-maçons dans la curie, il y a certainement des francs-maçons dans le personnel de l'Église, parmi les prélats et les prêtres. C'est une chose normale. La franc-maçonnerie est faite pour pénétrer des milieux, elle pénètre l'Église comme elle pénètre les autres milieux. Alors quels sont-ils? En général, on ne le sait pas et on le sait mal, et ça n'a pas d'ailleurs une extrême importance, parce que ce qui importe de détecter beaucoup plus que l'appartenance d'une personne à la maçonnerie, c'est l'adhésion d'une personne à l'idéologie maçonnique, et surtout l'adhésion d'une personne à l'idéologie libérale. Alors, pour savoir qui fait partie de la franc-maçonnerie à l'Église, je vous dis, c'est très difficile de le savoir, parce que autant il est facile de repérer l'action maçonnique, autant il est facile de repérer l'idéologie maçonnique, autant il est difficile de savoir si Pierre-Paul Joulot-Jacques est effectivement membre de la loge maçonnique. On ne peut le savoir que s'il l'affirme lui-même, ou si on trouve des documents qui sont convaincants. Alors, de temps en temps, on voit dans les revues catholiques des listes de prélats francs-maçons. Et visiblement, en général, ces listes de prélats francs-maçons qui paraissent dans les revues catholiques résultent de manœuvres d'intox faites par les francs-maçons eux-mêmes. Ils font circuler des listes de membres de la curie appartenant à la franc-maçonnerie, dans lesquelles ils mettent des gens qui, ouvertement, ne peuvent pas être francs-maçons. Ces listes sont pieusement recopiées dans certaines revues de droite, et à ce moment-là, les francs-maçons reviennent à la charge en disant « Vous vous moquez du monde, il y a monsieur un tel ou monseigneur un tel qui est sur la liste, il est impossible qu'il soit franc-maçon. » Et ils discréditent par ces manœuvres d'intox l'idée qu'il puisse y avoir des francs-maçons dans la curie. Donc il y a certainement des francs-maçons dans les milieux d'église, il ne peut pas en être autrement, ça a été le cas dans toutes les époques depuis les 2 siècles derniers. Nous ne savons pas qui c'est, et n'accordons pas trop de crédit aux listes qui peuvent circuler, parce que c'est très difficile de savoir, sauf révélation très particulière, si Pierre-Paul Joulot-Jacques appartient effectivement à la maçonnerie. Par contre, la pénétration des idéologies maçonniques, du libéralisme, ça c'est une chose qui peut se suivre à la trace et qu'il est facile de combattre.